Bonjour. Bonjour. Ok, il n'y a personne qui suit, en fait, c'est bien. Donc voilà, on va vous parler de ce qu'on a fait chez Cassib. On a créé une application qui sert d'Ethereum public comme base. Donc on va vous parler d'abord de ce qu'on a fait, de l'archi qu'on a mis en place. Ensuite, on va vous faire des petits retours sur les problèmes qu'on a rencontrés et sur les bonnes pratiques à utiliser. Et on essayera de vous montrer un peu de code à la fin. Alors pour la petite histoire, le talk a un petit peu changé de nom plusieurs fois. Et au final, on a statué sur Saperlipopette, on a mis Cassib dans Ethereum et ça marche. Parce qu'on nous avait dit au départ que, au secours, on a mis Cassib dans Ethereum, c'était un peu anxiogène. On n'a pas compris pourquoi. Et donc voilà, pour rester dans le thème de Mary Poppins, je vous présente Guénolé de Cadoudal qui va nous faire Monsieur Banks. Merci, Mrs. Mary. Voilà, mets ta petite fleur, s'il te plaît. Ouais, faut assumer, hein, il a voulu que j'en porte une. J'assume. Bien, donc moi je suis Guénolé de Cadoudal, je suis le Factory Officer à Crédit Agricole CIB. Je vous en parlais en 2 mots tout à l'heure. Je suis un fan d'Ethereum. Je fais du dev depuis 20 ans. Je suis tombé amoureux d'Ethereum, pas quand j'étais petit, parce que c'est un peu lui qui était petit avant moi, enfin après moi. Et donc voilà. Voilà. En fait, c'est un vrai geek sous l'apparence d'un banquier. Donc voilà. Tu peux l'enlever maintenant, c'est bon. Non, ouais, le chapeau. Ok, moi c'est Nicolas. Donc je suis un vieux dev. Ça fait 20 ans que je code. Aujourd'hui, je suis CTO chez Talent Labs. Donc j'aide mes clients à se transformer et à aller plus loin avec le numérique. Shameless plug. On recrute. Si vous avez envie de faire des projets sympas avec des clients cool, venez ici. Voilà, le contexte. Bien, donc en quelques mots, hein, Crédit Agricole, c'est une grande structure. Dans les grandes structures, il y a beaucoup de contraintes pour faire des projets innovants. On va quand même essayer de vous démontrer qu'il y a de l'espoir, que les lignes bougent. Ce projet qu'on a réalisé est allé en production, donc c'est quand même un grand exploit. Donc la Digital Factory dont j'ai la charge aujourd'hui, c'est un des instruments de cette transformation, de cette capacité à faire et à créer de la valeur pour nos clients en cycle court. Donc ça existe, les grosses structures bougent, commencent à se réveiller, donc il y a de l'espoir. Et les développeurs ne sont pas des ressources. Alors bien entendu, on utilise... Ah, et un parapluie. On ne tombera pas plus bas. S'il risque de casser quelque chose en plus. Bien entendu, on utilise les bonnes pratiques. Et comme en interne, on n'était pas forcément équipé, on a fait appel à des gens qui savaient faire des labs. Merci Nicolas. Voilà. Alors, je vais vous parler du use case. Notre use case, alors, c'était signer des documents numériques. Donc, pourquoi signer des documents numériques Cassib doit signer et faire signer plein de documents, des contrats, des documents juridiques. Ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps. Alors pourquoi ça prend beaucoup de temps? Parce qu'on passe par des coursiers, tous faits par papier. Donc on imprime, on envoie par un coursier, UPS, FedEx, DHL, Chronopost. Je les ai tous dit comme ça, vous ne savez pas celui qu'on utilise. Et donc ça prend beaucoup de temps parce que c'est humain. Et ça coûte super cher parce que quand on fait transiter un document comme ça, il faut l'assurer. Et donc à chaque fois, on paye une assurance qui garantit absolument pas la sécurité du document, mais qui garantit juste que le document, un jour, il arrive. Donc voilà. Donc on s'est dit qu'on allait pouvoir un petit peu numériser tout ça et accélérer le process. Donc si on prend le use case, donc signer des documents. Donc dans signer, on va avoir une notion d'identité. Donc qui a signé? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? On a aussi une notion de confiance. Forcément, il faut qu'on soit sûr que c'est bien la bonne personne qui est signée. Et le dernier concept, c'est le concept de document. Donc nous, dans notre cas, ce sera des PDF ou surtout des PDF. Enfin, des documents numériques dans lesquels on peut calculer un hash unique. Voilà. Ok.
je vais vous parler des contraintes qu'on s'est imposées en fait nous-mêmes. Donc on est parti du postulat qu'on ne voulait pas avoir d'autorité de confiance centralisée. Donc ça excluait forcément tous les VeriSign, et les trucs avec lesquels on peut signer, qui pourraient nous fournir un certificat pour signer un email ou un document. Donc ça nous a dit on s'est dit qu'il fallait utiliser une blockchain. On voulait pas donner accès, on voulait pas avoir à donner des accès à des personnes qu'on connaissait pas. On voulait pas avoir à gérer ce truc-là. Donc ça nous a donné une blockchain publique. On voulait pas non plus maintenir le stockage de la vérification de nos signatures. Et on voulait par contre gérer des règles métiers. Donc ça, c'était une blockchain avec des smart contracts. Et une blockchain publique avec des smart contracts, il n'y en avait qu'une quand on a commencé, c'était Ethereum. Et on voulait faire ça en moins de 3 mois, parce que sinon il n'y a pas de fun. Et donc on est parti dans un cloud public. Voilà, mais au fait, Ethereum, c'est quoi ? Alors, Ethereum, c'est une blockchain, mais la façon dont je présente les choses, c'est surtout sous la forme d'un réseau peer-to-peer de nœuds, et ces nœuds, ce sont des bases de données. Moi, j'appelle ça des bases de données. C'est une base de données, du coup, dans laquelle on a au départ un protocole réseau peer-to-peer, évidemment, sinon les bases de données entre elles ne vont pas pouvoir dialoguer. Au-dessus de ce protocole, on a un algorithme de consensus fort qui évite d'avoir un point central de gouvernance. Aujourd'hui, Ethereum utilise le Proof of Work. Demain, et c'est bientôt, parce que c'est octobre, la blockchain publique passera sur le Proof of Stake. Du coup, on perdra cette problématique de consommation d'énergie très importante. Et c'est une base de données, comme je le disais, mais c'est une base de données avec une propriété très particulière, c'est que c'est en append only. Ce qui veut dire que toute information écrite n'est pas effaçable, par contre elle peut être modifiable, et du coup on garde une piste d'audit parfaite de tout ce qui est écrit. Et bien entendu, c'est une base de données qui a une machine virtuelle, avec son langage, où il y a plusieurs implémentations en tout cas du même langage, et des compilateurs. On va revenir sur comment on travaille dans la virtual machine, et beaucoup d'usages de cryptographie, donc c'est quand même truffé de sujets cryptographiques, mais le plus important, c'est probablement de comprendre que c'est de la cryptographie asymétrique pour signer les transactions. Donc avec ça, on arrive à faire des programmes qui sont les smart contracts, qui sont ces programmes, qui sont décentralisés, complètement auditables, et dont les données sont inaltérables, infalsifiables. Aujourd'hui, Ethereum est considéré comme un protocole de communication inter-base de données ou inter-compagnie presque. C'est open source, il y a plein d'implémentations différentes, ce qui donne un peu la confiance sur le fait qu'un bug ne se répliquera pas sur l'ensemble de la chaîne, et presque devenu un standard de fait en termes de blockchain publique avec smart contract. Avec smart contract. Alors, okay. Nicolas, parle-nous un petit peu des concepts qu'il y a derrière cette blockchain, en particulier sur les smart contracts. Alors, un petit sondage. Qui a déjà utilisé Ethereum ici ? Ah, quand même. Et qui a été jusqu'à déployer un smart contract dans la blockchain ? Oui. Oh. Ok. Faut vous y mettre. Hein. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Alors, donc qui par contre a fait du Java ? Ah bah voilà. Et qui a fait de l'Elixir ? Ok, bon, on va utiliser Slide Java alors. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une classe en Java. En Ethereum, ça va être un smart contract. Ça va être le code du smart contract. Un constructeur en Java, donc c'est ce qui permet d'instancier nos classes, ça va nous permettre de déployer le smart contract sur la blockchain, donc sur le réseau qu'on a sélectionné. Une instance de classe, donc l'objet en Java, ça va être notre smart contract déployé, qui a une petite adresse hexadécimale, on voit comme ça, unique. Un appel de méthode en Java, c'est ce qu'on appelle une transaction côté Ethereum. La transaction, elle est signée par l'appelant et elle coûte ou pas des Ethers pour l'appeler. Un Java Bean, donc le Java Bean qui est l'objet Java qui ne contient que des données, qui n'a pas de méthode. C'est une struct en Ethereum.
Et bon, ça c'est juste pour se la péter un peu parce qu'on s'en servira pas. Mais une map en Java, c'est un mapping en Ethereum. Et on parlera des événements en autre jour. Ouais, il y a pas mal d'autres concepts, mais on va pas tout traiter. Mais voilà, pour comprendre le reste de la presse, ça c'était suffisant. Bon, qu'est-ce qu'on a fait comme smart contract nous? Bah alors du coup, comme Nicolas vous l'a dit, il y avait deux concepts, l'identité et le document. Donc l'identité, si on représente sur la gauche sous forme du code du smart contract, la classe, elle est très simple en fait. C'est simplement associer cette identité numérique, cette adresse numérique à un nom, pour commencer. Et donc mettons qu'on ait créé ce smart contract. On va en déployer un pour Cassib, un pour Nicolas, un pour moi. Donc on va avoir 3 smart contracts dans la blockchain, chacun avec leur identité numérique unique, mais avec un nom associé. Ensuite, on va se créer un autre smart contract qui va être un repo de documents. On va le déployer une fois pour toutes, et on aura du coup un repository. Vous prendrez les photos à la fin parce que ça bouge tout le temps. Donc un repository partagé du coup qui est complètement public et utilisable par tout le monde, et l'adresse que vous voyez là c'est l'adresse de production. Et vous inquiétez pas, vous la retrouverez plus tard. Donc maintenant le cas d'exécution, c'est Cassib va donc émettre un document, il va donc calculer le hash du document, appeler une des méthodes du smart contract repo de document et créer une nouvelle struct là en vert, et il va l'associer à son identité. Donc Cassib est l'émetteur de ce document dans la blockchain. C'est ineffaçable une fois que ça y est. Et ensuite, Nicolas et moi, on va pouvoir venir avec notre identité et notre clé privée, signer des transactions, chacun de notre côté, pour aller signer ce document. Une fois que tout ça c'est dans la blockchain, c'est immutable. D'accord ? Le document est bel et bien signé. Et ce hash, il est infalsifiable à partir du moment où on a le document d'origine et qu'on retrouve le hash dans la blockchain, c'est bien ce document-là qu'on a signé. Et donc, bien entendu, comme c'est un repo de documents, on peut en mettre autant qu'on veut et on peut répliquer ce cas d'usage autant qu'on veut. Là, vous pouvez prendre la photo si vous voulez. Voilà. Celui-là, il ne bouge plus. Je vais laisser. Voilà. C'est bon ? Je vais être obligé de japper, je suis désolé. Ok. Donc, mais où vivent nos smart contracts? Donc, ces smart contracts, en fait, ils vont vivre sur chacun des nœuds de la blockchain Ethereum. Donc n'importe quel nœud qui est connecté au réseau peer-to-peer va posséder tous les smart contracts, et qui sont en fait que des objets dans la chaîne, dans la chaîne de la blockchain. Donc qu'est-ce que c'est que ces nœuds? En fait c'est des petits serveurs. Il y en a plusieurs implémentations. Par contre l'API entre les serveurs, elle est unique et elle est commune. Non, l'API entre les serveurs c'est Whisper. Oui, enfin. L'API extérieure au serveur. Ouais, bon. Ouais, tu vas les embrouiller. Ouais, non, on va les embrouiller. Ok, enfin. Ok. Donc il existe une VM. Enfin, donc les smart contracts, ils s'exécutent dans une VM qui tourne sur chacun des nœuds. Et donc les données sont sauvegardées sur chacun des nœuds. Chacun des nœuds de la blockchain Ethereum contient toute la blockchain Ethereum. Donc on parle de 150 gigas. Alors voilà comment ça se passe en fait entre ces différents nœuds. Imaginons un petit réseau de 3 nœuds qui ont déjà démarré leur construction de blocs, ils en sont à 2 blocs. On a des acteurs extérieurs qui vont utiliser cette API exposée par les nœuds, donc c'est l'API, on va dire, d'interfaçage fonctionnel, on va dire, des blocs, qui vont transmettre leurs transactions à ces 2 nœuds-là, donc transaction 1, transaction 2. Dans le protocole de communication peer-to-peer qui s'appelle Whisper, du coup, chacun des nœuds va recevoir une copie de la transaction, et avec ces informations-là vont commencer à se mettre à rechercher un bloc qui est valide pour le consensus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'algorithme du consensus, ça prendrait un peu trop de temps. Mais on a le bloc du haut là, qui le premier trouve le bloc et qui du coup informe les autres, toujours par le mécanisme peer-to-peer, j'ai trouvé un bloc, merci de l'inscrire dans votre chaîne. Évidemment, chacun des nœuds en recevant ce bloc va revérifier que le bloc est complètement compatible et correct par rapport aux règles du consensus. Et uniquement à ce moment-là, ils l'inscrivent dans leur chaîne. Donc, vous voyez, et ça se répète de manière infinie, et même quand il n'y a pas de transaction, des blocs secrets. D'accord ? C'est très important parce que ça permet d'éviter
qu'une transaction qui est écrite soit dans le dernier bloc s'il n'y avait plus de nouvelles transactions. On va expliquer pourquoi complètement après. C'est à toi. Donc, maintenant que c'est clair, vous comprenez que pour construire notre use case sur Ethereum public, il fallait qu'on commence à s'inscrire et à participer à ce protocole peer-to-peer, à participer à ce réseau. Donc on s'est monté un nœud Guess. Et bien entendu, comme on voulait que ça soit redondant, parce que c'était pour faire de la prod, on en a mis 2. Ok, notre nœud Guess, qui est une des implémentations en fait, de la machine virtuelle, on l'a caché en fait, derrière des API, parce que voilà. Donc on a créé une API d'authentification, une API d'identité pour gérer l'identité et une API de documents. Nos API respectent l'OpenID 3.0. L'OpenAPI 3.0, OpenID ça n'a rien à voir, c'est du TikTok. Et on a caché nos API derrière un Apache. Et comme il fallait que ce soit redondant, on en a mis 2. Et forcément, on a claqué un load balancer devant pour répartir le trafic. Et donc du coup, on a cette petite brique qu'on a mis dans le cloud, qui expose sous forme d'API JSON, REST, pur standard, avec du JWT token et tout ce qui va bien. Alors, on a bien lu la doc et tout ça, c'est nickel dans les standards. Et du coup, en interne, on avait des utilisateurs au niveau de nos back-office qui devaient signer des documents. Donc sur le use case sur lequel on voulait démarrer. Mais eux, ils sont en interne, ils ont besoin de se connecter à des applications en interne. Donc il fallait faire un intranet. Donc on a appelé l'équipe qui faisait des intranets là, en .NET, je ne sais pas c'est quoi ce langage, enfin en .NET. SPX. Ah c'est ça, oui. Et promis, on n'y a pas touché, nous. Mais bon, l'avantage c'est que du JSON, REST, JWT token, tout ça, ils savaient faire. Même Microsoft y arrive. On va se finir par se faire sortir. Bref, donc ils ont monté leur intranet, ça c'était pas très difficile, et ils sont passés par les firewalls de manière assez standard et ils ont accédé aux API. Très bien. Ensuite, on avait besoin de donner à nos clients une page pour être capable de vérifier les documents. Donc on a exposé dans notre DMZ une pure page JavaScript, etc., qui faisait la même chose. Donc les API sont utilisables par n'importe quel type de client, même Microsoft. Mais tout ça, c'était très bien, donc on avait monté ça, on va dire, avec l'équipe, en réflexion, etc., avec un peu d'expérimentation avant. Mais fallait faire valider tout ça, Nicolas. Voilà. Donc notre archi, vous avez vu l'animation, ça nous a pris 15 jours. Donc, on est dans une banque et il y a des gens dont le rôle, dont le rôle c'est de nous empêcher de faire n'importe quoi. Pas trop de photos là-dessus, on va se faire allumer. Ouais. Non, mais en même temps, c'est normal, on est des développeurs, il ne faut pas non plus nous laisser faire n'importe quoi, sinon on serait capable de miner... Non. Ok. Donc, si on avait été directement voir les gens, convoquer le comité et leur présenter le projet, on n'aurait jamais réussi à le faire. De par nature, de toute façon, les gens, quand ils comprennent pas, ils ont peur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les gens un par un. Et on leur a expliqué. Pourquoi il rigole ? Je sais pas. Je sais pas. Donc on leur a expliqué, on a convaincu les gens que utiliser la blockchain c'était un bon use case, que c'était pas grave, que c'était pas dangereux. Et au final, on a pris en compte les remarques qu'ils nous faisaient. Donc la sécurité nous a dit, on a eu plein de remarques. On va vous en parler de la sécurité. On va vous en parler. Donc justement, quelles remarques on a eues ? Donc il fallait durcir les machines, forcément, pour appliquer le même niveau de... Comment ? C'est un peu dans leur checklist au départ quand même. Oui. Non, mais il fallait qu'on applique le même niveau de sécurité sur les VM qu'on avait dans le cloud public que sur les VM qu'on avait en interne de Cassive. Donc on va vous expliquer ce qu'on a fait derrière, mais voilà. Les clés privées dans l'infra Cassive, ouais. Pour accéder en fait à nos wallets Ethereum, il faut utiliser une clé privée. Cette clé privée, on l'avait mise d'abord dans le cloud public. Et en fait, on nous a dit non, il faut la garder dans le réseau Cassive. Interne, ouais.
On a mis des restrictions sur l'accès de l'infra, donc on a fait de l'IP filtering, et pour faire face au piratage d'un wallet, se faire pirater un wallet, ça voudrait dire qu'on peut perdre l'identité de Cassib. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait créé un smart contract qui représentait l'identité de CACIB. Si on perd la clé privée de ce smart contract-là, on peut perdre le contrôle de l'identité de Cassib, ce qui serait très grave. Et donc on a mis en place un système pour pouvoir récupérer l'identité de Cassib si on avait perdu le contrôle de cette clé privée. Et on a eu aussi plein d'autres feedbacks. Et donc finalement les gens ils étaient beaucoup plus contents, et donc nous aussi. Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer comment on a transformé l'archi? Du coup, le premier problème, c'est cette histoire de clé privée que l'on stockait dans le cloud. Donc il est là, ici, là, le wallet, c'est le porteur de cette clé privée. Alors dans Ethereum, ça se présente sous forme d'un fichier JSON qui contient la clé privée cryptée, avec un mot de passe et quelques autres paramètres. Il n'était pas question de le garder dans le cloud, on a dit. Donc ok, on l'enlève du cloud et on vient le mettre en intranet. Du coup, on a monté un public key infrastructure ou un pseudo public key infrastructure sous forme d'un service API REST normal, quoi. Et ça nous permettait de créer des wallets, supprimer des wallets, renommer les wallets, modifier des mots de passe, etc. Mais on en a besoin quand même auprès du nugget pour signer, parce qu'il y avait d'autres façons de faire, mais là c'était un peu compliqué dans ce projet de tout faire en même temps. Du coup, on a dit, on va déployer le wallet par nos API et aller poser le fichier JSON à côté de la machine get le temps de pouvoir faire la signature. Et une fois qu'on a fait cette signature, on peut le retirer exactement de la même manière, et on le retire de la VM. Alors, pour ceux qui pensent sécurité tout de suite, c'est pas un RM du fichier, c'est un shred, donc c'est sûr. Et du coup, l'autre élément, c'était la sécurité des infras et l'accès aux infras. Donc on avait cette archi-là. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté chacun des morceaux dans des VNets différents. D'accord. Sur chacun de ces VNets, on a mis des NSG, là c'est du Network Security Group, donc c'est des firewalls. Le load balancer, on a dit uniquement les adresses IP proxy de Cassib peuvent y accéder, ou les adresses IP de nos clients. Ensuite, les accès aux sub-VNets, aux VNets des API et du NuGet, ne pouvaient y accéder que le load balancer et ceux qui avaient besoin d'accéder pour faire du SSH. Et justement, pour faire du SSH, on a mis des bastions SSH. Donc, seules ces machines-là pouvaient être accédées en SSH, et ces machines sont arrêtées en production, évidemment. On ne les allume que quand on a besoin de se connecter. Ensuite, on a durci l'ensemble de ces machines avec toutes les règles de sécurité fournies sur l'OS qu'on utilisait. Et ben voilà, bonne chance, c'est Fort Knox maintenant. Enfin, on espère. Ouais. Ok, on a donc, après avoir fait toutes ces modifs, on a convoqué le comité de validation. Ceux qui pensent qu'on a eu un go, levez la main. Ceux qui pensent qu'on a eu un no-go, levez la main. Ah. Oh, eh ben non. On a eu le droit à un bon gros pen test. Qu'est-ce que c'est un pen test? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça un pen test. Ok, un pen test, en gros, c'est des anciens hackers, nouveaux hackers, futurs hackers, enfin voilà, qui vont essayer de pénétrer ton application. C'est des bons. Hein. Donc ouais, c'est plutôt des bons en général. Et donc, eh ben voilà, on a serré les dents. C'est le résultat de la première photo, ça. Et évidemment, eh ben, on a réussi le pentest parce que sinon on ne serait pas là pour en parler. Et donc on a eu le droit de déployer en prod. Et ouais, sauf que le déploiement en prod, il y avait deux environnements, comme on vous l'a dit, l'environnement cloud et l'environnement de l'intranet. Donc si on parle de ça, c'est un petit peu du convenu, mais pour déployer dans le cloud, les bonnes pratiques, hein, c'est déploiement automatique via Ansible. Donc ça a pris 15 minutes. De la création des VM dans le cloud, de la génération de tout le socle technique, déploiement des applicatifs, etc. C'était prêt. Et en interne, on utilise voilà, cet outil-là. Ça marche, hein. Il y a plein de boîtes qui l'utilisent aussi. C'est juste un peu plus lent.
Voilà, donc merci Ansible et le cloud pour ce coup-là. Ça, c'est un peu le retour d'expérience qu'on voulait vous faire aussi, quoi. Ok, et le lundi matin suivant, il y a le PO qui nous dit Hey, j'ai signé un document, mais il n'existe pas. Ah bon? Donc on a regardé dans la blockchain et le document y était, donc on était déjà un peu rassurés. Par contre, pourquoi est-ce qu'il le voyait pas dans son écran? Donc on a regardé dans l'appli et bah lui non plus, enfin nous non plus on le voyait pas. Et puis il y a un autre collègue qui regarde puis qui fait bah si il est là votre document. Voilà. Donc Alors, qui a une idée levez la main ceux qui ont une idée de ce qui a pu se passer. Ah, deux, ouais. Ouais. Ceux qui font de l'Ethereum, quoi. Alors On va vous expliquer. Comment Ouais, presque. ouais, c'est ça. Non, presque. Il n'y aurait jamais fini. Donc ça, c'était l'infra. Alors, on vous en parle parce qu'on a quand même passé du temps. Hein. C'est un Rex après tout. On a été sur chacune des machines, une par une, et on a trouvé que cette machine-là, son disque était full. Bah ouais, ça arrive. Bon, c'était pas très bien, il y avait un petit problème au départ, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passait? En fait, quand le PO a fait sa demande de signature, il est passé par le nœud du haut, qui lui était valable, et du coup, sa transaction, hop, elle est descendue dans les nœuds, elle s'est envoyée à tous les nœuds, elle s'est retrouvée validée et envoyée à nos nœuds. Le nœud du haut, elle l'a inscrit comme un nouveau bloc dans la blockchain, et le nœud du bas, il l'a reçu, il l'a validé, mais quand il a voulu l'écrire dans sa base de données locale, il a dit, moi j'ai plus d'espace, je l'écris pas. Donc je reste bloqué. Mais le process tournait, lui. Donc quand on interroge le nœud en passant par le bas, le nœud dit moi j'ai jusqu'à ce niveau-là de bloc, ton document je ne le trouve pas dans mes blocs, ton document n'existe pas tout simplement. Et en passant par le nœud du haut, le bloc existe, donc tout va bien. Donc en fait, faire de la redondance avec Ethereum, voilà, c'est un peu comme une base de données, on fait gaffe, on ne les met pas en réplication comme ça, sans trop réfléchir. Donc Nicolas, qu'est-ce qu'on a fait pour régler ça? Alors déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un ELK pour pas faire du SSH debugging. En 2018, c'est quand même un peu limite. Ensuite, on a mis des probes intelligents sur le load balancer. C'est-à-dire que le load balancer, on a été voir si les API répondaient avec des health checks. Ensuite, on a ajouté des règles. On a été voir le nombre de peers qui étaient connectés à nos nœuds. C'est-à-dire que le nombre de, comme sur une appli de torrent classique, hein, le nombre de peers auxquels on est connecté. Et on a regardé aussi le temps depuis lequel on a écrit le dernier bloc, qui ne doit pas être supérieur à une minute, quoi. On a mis 2, je crois. On a mis 2, mais bon, voilà. Et avec tout ça, s'il y a un de ces 3 tests qui plante, le load balancer arrête de rediriger du trafic dessus. Et on est en train de travailler sur l'ajout de Prometheus pour avoir du monitoring et de l'alerting et que ce soit pas le PO qui nous dise que ça est planté. On va passer aux tips and tricks. Donc voilà, on va vous parler un peu de tout ça. Voilà. Ok, alors, dans Ethereum, les smart contracts, c'est des transactions, c'est écrit dans la chaîne et c'est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, immuable. Donc quand on a un bug dans son smart contract et qu'on n'a pas prévu le coup, c'est mort. On peut rien faire. Donc on doit le faire à l'avance. Il y a des astuces pour le faire. On peut proxifier son smart contract avec un autre smart contract. Il y a plein de trucs à faire. Je ne vais pas les détailler ici, mais allez voir les guidelines qui ont été émises par Consensus. Donc Consensus, c'est une association, un consortium, dont le but est de diffuser le savoir sur Ethereum et de faire grandir Ethereum. Donc ils ont ils ont édité des guidelines qui sont vraiment cool et faut les suivre parce que c'est hyper important. Ensuite, donc ça on l'a pas utilisé, par contre on aurait dû. Mais quand on est parti, quand on a commencé, c'était encore un peu jeune ce projet-là. Donc Truffle, alors c'est pareil, c'est un outil qui est fourni par Consensus. Et Truffle, c'est un environnement de développement. Alors c'est pas un IDE, mais c'est vraiment un environnement de développement au sens ligne de commande, qui permet de faire du test sur ton code Solidity avec du code Solidity. Donc Solidity, c'est le langage de la machine virtuelle Ethereum, pour ceux qui ne savaient pas. Donc ça permet de faire des tests. Donc en black box, en white box,
Ça nous fournit aussi un moyen hyper simple de déployer nos smart contracts sur n'importe quel réseau Ethereum. Ça arrive aussi avec un petit outil qui s'appelle Ganache. Donc, Ganache, c'est une blockchain sur ton poste de dev. Il paraît, oui. Bon, Guénolé n'aime pas Ganache parce que ça respecte pas intégralement tout ça, machin. Bon. N'empêche que c'est quand même super pratique d'avoir, avec une commande, d'avoir une blockchain qui se démarre sur ton poste de dev. Parce que pour ceux qui ont essayé de jouer avec Geth, avant de faire miner Geth, ça prend du temps. Ouais, quand on sait pas, ça prend du temps. Okay. Les Trufflebox. Les Trufflebox, en fait, c'est le Yeoman du projet Truffle. D'ailleurs, ça se base sur Yeoman. Et ça permet de bootstrapper des projets super vite. Et ça nous fournit une architecture identique pour tous les projets. Et ça, pour ceux qui relisent du code et qui font un peu de maintenance, c'est quand même vraiment cool d'avoir la même structure pour tous les projets. Donc voilà, utilisez Truffle. Alors on va vous parler du bootstrap d'un réseau peer-to-peer, parce que c'est pas forcément évident. On a perdu à 3 une demi-journée à essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à monter notre environnement d'intégration. Donc en fait, le process GET, le programme GET, il vient avec des nœuds de démarrage, enfin des adresses IP tout simplement, sur Internet, qui sont les points d'entrée du réseau public. Donc c'est très bien avec la production, parce que ces adresses-là, elles restent valables assez longtemps. Elles sont toujours valables. Avec l'environnement de test, en revanche, les adresses IP, elles vont, elles viennent, elles changent, etc. Ce n'est pas des machines pérennes. Et donc le binaire, qui contient aussi, en termes de bootstrap, ces adresses IP, ben, ce n'est pas forcément les bonnes qu'on a quand on lance le binaire. Et nous, on s'est cassé les dents dessus. Ce qui fait que quand on démarre notre process, c'est qu'on essaye de synchroniser avec le reste de la chaîne publique en environnement de test. Ben, en fait, on télécharge rien comme bloc. Ou alors que les données un peu pourries que certains s'amusent à balancer. Du coup, le point d'attention, le truc à retenir, ou le tips ici, c'est quand vous démarrez un environnement de test sur Ropsten, allez chercher les nœuds valides au moment où vous lancez le truc pour la première fois sur Ethernode. Ils monitorent l'ensemble des nœuds actifs et vous sont capables de vous donner un snapshot des nœuds. Vachement important, enfin nous ça nous a quand même perdu pas mal de temps. Et si vous avez 2 nœuds, mettez-les en pire l'un avec l'autre. Ça aide aussi. Ok. Non, justement. Bon, j'ai dit une bêtise. Les effets moral fork. Qu'est-ce que c'est que les effets moral fork? Donc on va imaginer qu'on a un réseau qui est composé d'une partie à l'ouest et d'une partie à l'est. Donc pour l'instant tout se passe bien, ils connaissent les mêmes blocs. Le minage se passe bien, il y a des blocs qui sont ajoutés à la chaîne. Et à un moment on a une latence entre les deux parties du réseau. Donc on va se retrouver avec des nœuds à l'ouest et des nœuds à l'est qui ne communiquent plus. Et à ce moment-là, Guénolé essaye d'acheter un CryptoKitty qui s'appelle Jade. Et lui, il est sur le réseau de l'ouest, et moi, je suis sur le réseau de l'est. Et j'essaye aussi d'acheter le même CryptoKitty qui s'appelle Jade. Mais peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est que les CryptoKitties. Qui ne sait pas ce que c'est que les CryptoKitties? Ouais, tu vois. Ah mince. Ok. Il va falloir t'expliquer. Hein. Alors... les CryptoKitties, c'est des Tamagotchi qui vivent dans le réseau Ethereum. Donc en gros, c'est des smart contracts. On pouvait acheter un smart contract et devenir le propriétaire de ce truc-là. Et si on avait 2 CryptoKitties, bah, ils pouvaient se reproduire l'un avec l'autre et produire un 3e CryptoKitty qu'on pouvait revendre aussi derrière. Voilà. Enfin, c'est ça les CryptoKitties. Donc c'est vraiment un truc qui sert à rien, mais qui a un... qui a le mérite de faire connaître Ethereum. C'est ça, tout le monde a entendu parler. Dans cette salle, mais... Enfin, voilà, les gens un petit peu... je sais pas, on essaie. Branchés. Voilà, branchés. On dit branchés quand on parle... Non, les geeks, quoi. Ouais, d'accord. Donc, on essaye tous les deux d'acheter le même CryptoKitty, sauf qu'on n'est pas sur le même réseau. Enfin, on est sur 2 branches du réseau qui communiquent plus. Les transactions passent, les blocs se minent, et à l'ouest, en fait, on a un bloc qui va être miné plus vite qu'à l'est. Et là, le réseau revient. Donc les blocs de l'ouest vont retransmettre aux blocs de l'est leur état de la chaîne, et les blocs de l'est vont faire la même chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va falloir que, à un moment, résoudre les situations. Ça se résolve. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les nœuds Ethereum vont garder la chaîne qui est la plus longue.
Là, c'est la chaîne de l'Ouest. Donc, mon bloc où il y avait ma transaction qui disait que j'avais acheté la CryptoKitty s'est fait dégager. A été remplacé par celui où Gainolé avait acheté son CryptoKitty. Par contre, ma transaction, elle n'a pas été perdue. Elle a été retransmise à l'intégralité des nœuds Ethereum du réseau. Sauf que là, ma transaction, elle est refusée parce que le CryptoKitty a déjà été acheté. C'est moi qui l'ai eu. C'est Guinolé qui l'a eu. Et donc là, je verse une petite lame et j'achète un CryptoKitty qui s'appelle Ember. Le truc qu'il faut comprendre là, c'est qu'en fait, une transaction dans Ethereum, c'est pas parce qu'elle a été écrite dans un bloc qu'il faut le croire. Il faut attendre que ce bloc soit dit canonique. Un bloc canonique, c'est un bloc qui est succédé de 3 ou plus de blocs. Voilà, enfin il y a 3 blocs par-dessus lui. Là, on considère que on reviendra jamais sur ce bloc-là. Donc voilà, le bloc jaune c'est un bloc canonique, le bloc rose il n'est pas encore canonique. Ça c'est quelque chose qui arrive une fois par heure dans Ethereum. Minimum. Donc il faut être au courant de ce truc-là et il faut attendre que ces blocs soient canoniques. Sinon, on va prévenir nos utilisateurs que c'est bon alors que ça n'a pas du tout été bon. Ok ? Alors du coup, un autre élément important du mécanisme d'Ethereum, c'est le gaz, le prix du gaz. Le gaz, c'est la plus petite unité de mesure de l'exécution d'un smart contract. Ça prend en compte le temps de calcul et aussi la quantité de stockage. Et c'est l'émetteur de la transaction qui décide quel prix il veut payer par unité de gaz. D'accord ? Ce n'est pas un prix fixe qui est fixé quelque part. Chacun décide combien je suis prêt à payer pour cette transaction, finalement. Et les mineurs, qui, eux, vont calculer le consensus, vont privilégier, puisqu'ils se rémunèrent sur le prix du gaz, vont privilégier les transactions qui payent le plus. Du coup, ça crée un marché de l'offre et de la demande, du temps de traitement d'une transaction et d'incorporation de la transaction dans la blockchain. D'accord ? Donc ici, vous avez un graphique qui montre avec le temps l'évolution du prix du gaz dans le temps. Et on a un pic, et ce pic, c'est ce qu'on nous on appelle l'effet CryptoKitty. C'est-à-dire que dans la période où les CryptoKitties se sont arrachés et vendus à des prix d'or, eh bien, les gens étaient prêts à payer des sommes pharaoniques pour processer leurs transactions dans la blockchain. Du coup, le prix du gaz est monté, et si on voulait, pendant cette période, processer des transactions, il fallait payer plus cher, sinon on attendait beaucoup plus longtemps. Et du coup, le truc à retenir, c'est quand vous êtes dans une blockchain publique de production, et que vous voulez garantir un service, un temps d'exécution, un temps de traitement sur vos transactions, vous devez vous ajuster au prix du gaz. Donc ne mettez pas un prix du gaz statique, parce que vous pourrez arriver à une situation où finalement vous allez attendre 15-20 minutes que votre transaction soit confirmée, alors que normalement c'est plutôt 1 minute. Voilà. Et pour monitorer le prix du gaz, il y a l'outil EtherGas Station qui vous donne aussi une API, donc vous pouvez incorporer dans votre programme pour choisir le prix que vous êtes prêt à payer pour la transaction avec des caps, etc. Ok, le solo mining. Pourquoi il ne faut jamais soumettre une transaction sur le réseau Ethereum avec un nœud qui mine? Donc là, on a un nœud qui mine et qui est relié à son réseau, et on a un problème sur la machine. La carte réseau de cette machine pète. Sauf que mon API, elle est connectée à ce nœud-là, parce que c'est à travers ce nœud-là qu'elle est en train de passer ses transactions. Donc là, j'ai ma transaction qui rentre, elle est prise par le nœud. Le nœud, il est content, il fait son calcul, il trouve son consensus avec lui-même. Il est hyper content. Et donc, il l'ajoute à la chaîne. Mon bloc peut devenir canonique, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'impression que ça marche. On peut même rajouter des transactions. Hop. Pour moi, du point de vue de mon API, la transaction a été écrite dans un bloc qui est dans la chaîne. Sauf qu'en fait, ces blocs-là ne sont jamais répliqués dans la vraie chaîne Ethereum. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais soumettre une transaction à un nœud qui mine. Si le nœud n'avait pas miné, j'aurais jamais eu la confirmation. Donc voilà, ça duplique les instances, mais c'est comme ça. Alors, Ethereum Web3+, ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que c'est lui le créateur de cette librairie, donc je vais le laisser vous expliquer ce que c'est.
Alors en fait, quand j'ai démarré au départ sur Ethereum, il y avait l'API, enfin le package Web3.js, il y avait assez peu de choses autour, du coup j'ai facilité, j'ai encapsulé un petit peu tout ça pour rendre le truc plus simple. Et j'ai essayé Web3, faut peut-être expliquer ce que c'est. Ah ouais, pardon. Web3, c'est un package NPM pour Node qui permet de dialoguer en fait avec le nœud Ethereum, d'accord, qui permet d'envoyer des transactions, de lire la blockchain, etc. et qui fait ça en Node. Ouais, j'ai fait du Node. Du coup, c'était quand même encore un peu verbeux, un peu compliqué, et surtout, ça ne traitait pas le problème de la transaction canonique comme on l'a expliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié, j'ai ajouté des fonctionnalités à l'API Web3 en surchargeant des choses. C'est assez simple. Mais donc ça permet surtout de faire la compilation du HO des smart contracts, de faire le linkage des librairies. Ça permet de faire le déploiement en une seule ligne de commande. Ça permet d'accéder au smart contract et de récupérer une instance à partir de l'adresse dans la blockchain. Et là, on a un wrapper Node qui permet ensuite de faire des appels de transactions avec une seule ligne de commande. Et on peut préciser du coup la quantité de gaz qu'on est prêt à soumettre et le prix du gaz. Et ça, c'est un peu la fonctionnalité phare de la librairie, c'est la capacité d'attendre un nombre de blocs pour recevoir la confirmation que la transaction a bien été inscrite de façon canonique dans la blockchain, comme on vous l'a expliqué. D'accord ? Sans ça, vous êtes obligé de vous le faire à la main, avec des tests, des boucles, des waits, des trucs comme ça. C'est pas drôle. C'est pas propre. Bien entendu, souvent on en balance plusieurs des transactions, donc faut les attendre, faut pouvoir attendre un tableau. Et il y a aussi tout un ensemble de trucs dont on ne vous a pas parlé jusqu'ici, mais qui sont intéressants. Donc je vous invite à regarder les librairies, c'est assez bien documenté, je trouve. Merci. Et c'est interfacé depuis récemment avec Ganache, donc vous pouvez jouer aussi avec Ganache. Voilà. Et en fait, ça c'est pour vous montrer un petit peu de code, quand même. Donc, maintenant qu'on a déployé un smart contract dans la blockchain publique, c'est public. Voilà. C'est open source aussi, parce que le code du smart contract, il est public. Donc, allez-y, on va vous donner l'adresse, vous pourrez le retrouver. Et ça, c'est si vous voulez signer vos propres documents, voilà, ça prend ça comme ligne de code pour le faire. Donc, tout d'abord, vous chargez vos librairies Node. Ensuite, vous vous connectez au nœud Ethereum de façon complètement standard avec la librairie Web3. Ensuite, vous récupérez l'instance du smart contract de repository. Vous signez votre document en donnant le hash et votre identité. Vous récupérez une transaction. Vous attendez que la transaction soit complète. Il va attendre pour vous un nombre de blocs et vous recevez votre callback. Et vous pouvez informer votre utilisateur que tout est terminé. Donc ça s'interface assez bien dans un monde asynchrone. Parce que c'est très asynchrone, vous l'aurez compris. Voilà. Donc ça, c'est le QR code de notre smart contract dans la blockchain publique. On va vous le remontrer à la fin, comme ça vous aurez le temps de le flasher. Ok. Ah, pardon Nico. Ok. Donc si vous voulez faire de l'Ethereum chez vous, notre premier conseil, c'est de prendre le temps de lire et de comprendre comment ça marche. C'est pas évident, c'est une nouvelle gymnastique intellectuelle. Donc il faut prendre le temps de comprendre. C'est un projet qui est encore jeune, mais c'est vraiment différent et ça fonctionne. Nous, on l'a fait et ça fonctionne vraiment. Ethereum, c'est la plus grande communauté blockchain. Donc voilà. Le Proof of Stake, il arrive en octobre. Donc ça, c'est le moyen de faire du green, la green blockchain. Et si vous voulez faire adopter ça dans votre grande organisation, il faut bien choisir ses combats. Faut pas se battre sur tout. Il y a des choses qu'il faut passer. Il faut dire oui à la sécurité parce que. De toute façon, il faut dire oui à la sécurité. Voilà. Et allez voir les gens avant d'avoir implémenté et les mettez jamais devant le fait accompli. On a développé notre appli. C'est bon. Maintenant, il faut que vous nous donniez le go. Non. On va les voir. On les convainc d'abord. Et ensuite, on leur demande, on leur dit, bon bah, on va développer. Donc voilà. Un grand merci à notre équipe.
2-3 questions, une peut-être. Bon, j'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de me On restreindre. se verra à l'extérieur après. Voilà. Déjà, bravo d'avoir fait ça, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des retours d'expérience et des projets concrets qui vont dans la blockchain. Alors, je vais essayer de me concentrer sur une question. C'est celle qui m'a le plus attiré mon attention. C'est sur le stockage des clés privées. Ouais. Alors, pas tant celle de CACIB, même si j'ai des questions à ce sujet-là, mais ce qui m'intéresse, c'est sur vos utilisateurs qui co-signent le contrat. Est-ce qu'ils sont responsables de la gestion de leurs clés privées ou est-ce que vous la gérez pour eux? Alors, excellente question, et je vais faire une fausse réponse. On n'a pas la réponse à cette question, tout simplement, parce que le petit cas qu'on vous a montré au début, c'était pour que ça soit explicite. Aujourd'hui, le cas d'usage, on ne signe qu'au nom de Cassib. C'est des documents que l'on signe nous-mêmes. Donc, on est en MVP, on va dire, hein, première version, mais c'est en prod. Donc, il n'y a qu'un seul signataire aujourd'hui. Ok, je comprends mieux. Mais il faudra qu'on traite le point. D'accord, je poserai les autres questions après. Dans le couloir. Bonjour, juste au niveau du prix, c'était un des arguments. Comment on est confiant dans la durabilité de la solution avec des prix qui varient et qui peuvent exploser? D'accord. Alors, le cas d'usage qu'on a utilisé, comme Nicolas l'a expliqué, c'est le transfert de documents originaux signés qui ont une valeur juridique et donc qui doivent être assurés par des transporteurs. Ces transporteurs nous chargent par document une 50aine d'euros, grosso modo. Donc de toute façon, même avec une évolution, même si le prix du gaz devait doubler, Triplé, même quadruplé. même quadruplé, même x10, on est encore largement en dessous. Aujourd'hui, une transaction avec le prix du moment où c'était le plus haut, ça nous coûtait aux alentours de 30 centimes d'euros. Donc on est bien en delà. Mais surtout, il n'y a pas le transport physique, d'accord ? Et on est du coup en transport. Enfin, le hash est bien entendu stocké dans la blockchain et le document PDF original peut être transmis par email. On peut le stocker où on veut d'une certaine façon. Donc on est en dématérialisé et surtout on a dissocié le document de la signature. Dernière question. Du coup, les documents, vous les stockez dans la blockchain ou vous les stockez chez les PDF, hein, les Ouais, PDF. non, ils ne sont pas dans la blockchain. Ils sont stockés où vous voulez. Pour l'instant, ils sont dans nos librairies internes, dans les librairies du client et dans les mails. Et ce qu'on stocke, nous, c'est le hash de ce document. Et en fait, le client va valider que le document qu'il a reçu par email, il a bien le même hash que celui qu'il voit dans la blockchain. C'est ça, en fait, le package niveau de numérique confiance. du PDF, tant qu'il n'a pas été modifié, il aura le même hash, quel que soit l'endroit où on le calcule, parce que c'est des processus standards. Donc voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.